Voilà, bonjour à tous. D'abord, établissons notre esprit dans la motivation d'éveil pour nous-mêmes et pour tous les êtres. Gardons la bodhicitta au cœur de cet enseignement, quoi qu'il arrive. Donc, nous continuons sur cette étude des 4 pensées préliminaires communes, comme il est dit. Et nous avons vu, vous avez pratiqué intensément sur l'impermanence, n'est-ce pas? Et donc maintenant, nous passons à la prochaine étape qui est le karma, et l'étude du karma. Donc, dans cette étude et cet approfondissement de l'impermanence et de tout ce que ça implique, évidemment, on est encouragé, on est poussé à dissoudre tout sens de solidité des choses, de reconnaître et d'apprécier l'illusoire de nos perceptions, l'illusoire du phénomène, l'illusoire de nous-mêmes en tant qu'individu, identité séparée. Donc tout ça, c'était toute la pratique de l'impermanence. Et maintenant, avec le karma, nous entrons dans un approfondissement, une étude de la manière de la loi de la causalité, comment les choses sont reliées les unes aux autres. Donc on pourrait dire que c'est un peu contraire à l'impermanence. Hein. Mais on ne peut pas dire que ce soit contraire, c'est complémentaire. Et on va voir dans quelle mesure ça l'est, justement. Tant l'impermanence peut nous mener à un extrême presque de nihilisme où il n'y a plus rien qui existe vraiment, ce qui est le cas d'ailleurs. Mais en même temps, relativement parlant, il y a ce concept ou cette notion de causalité qui régit notre monde. Hein. C'est la loi de cause à effet. Donc, tous les phénomènes et nous-mêmes, nous sommes tous reliés par disons, un état d'interdépendance. Et donc, on pourrait croire à ce moment-là que nous sommes dans quelque chose de stable, de concret, de solide, mais ce n'est pas le cas non plus. Et donc, c'est ce que l'on va voir en plus en détail. Donc, karma, c'est un mot qui est un peu, à l'heure actuelle, il est un peu mis à toutes les sauces. Hein, et c'est bien dommage parce que ça lui fait perdre son sens originel. Le sens originel de karma, c'est action, en fait. Hein. C'est le mot sanskrit pour action. Donc, en tibétain, c'est lé. Hein, l'action. Et donc là, il est question de l'action. Oh, Karine, tu peux éteindre ton micro? Pardon. Mais c'est pas grave. Et Sylvie aussi. Merci. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Donc, karma, c'est l'action. L'action par le biais du corps, de la parole et de l'esprit. Les trois aspects de l'action. Et à l'heure actuelle, cette loi de causalité, justement, que tout phénomène a une cause, hein, et que la résultante de la cause, l'effet de la cause va être la cause aussi d'un prochain effet, etc., etc. Donc c'est une chaîne d'interdépendance, ce que nous vivons. Et donc, ça a été un peu dévié de son sens. On entend parfois les gens disent « Ah ben ça c'est ton karma ».
Ouais, ça c'est voilà, son karma, c'est un mauvais karma, un bon karma. Mais c'est un peu l'idée sous-jacente, c'est que c'est un peu une fatalité ou un déterminisme. Hein? Ah ben ouais, c'est son karma, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Et qui n'a rien à voir en fait avec l'idée et l'enseignement du dharma. Le karma, tel qu'il est enseigné dans le dharma, n'implique pas du tout de déterminisme ou de fatalisme et non pas de punition non plus. Hein. Comme on voit des fois quelqu'un qui est malade ou qui est handicapé ou qui a un accident, oh ben ouais, c'est son karma. C'est un peu comme dire tough luck, tant pis pour lui, quoi. Ça manque un peu de compassion, je trouve. Et c'est certainement pas l'enseignement du Bouddha. Il n'y a pas de doute. Hein. Donc, simplement, le karma, c'est même, on peut dire, c'est le contraire de ça. C'est qu'à partir du moment où on est conscient de cette loi de causalité, on est dans ça nous donne une nouvelle ouverture sur notre responsabilité dans la façon dont nous vivons. Et donc, disons que on est arrivé là où on est à cause de certaines choses, à cause de certaines attitudes mentales, émotionnelles, à cause des circonstances aussi dans lesquelles nous sommes nés, etc., etc. Et on peut parler aussi à cause de vie après vie après vie, si on considère aussi les renaissances multiples et variées par lesquelles nous sommes passés. Donc, voilà, donc nous en sommes arrivés là où nous sommes à cause de tout ça. Mais d'un autre côté, l'avenir, lui, il est ouvert. Donc, on n'est pas dans une vision pratiquement comme Madame Soleil, un petit peu, hein, où on va déterminer déjà ce que l'on va faire demain ou comment on va être dans. Donc, il est certain qu'il y a des tendances, nous avons tous des tendances, mais cette loi de causalité, c'était pour nous éveiller aux capacités, au potentiel que nous avons. Si tout était déterminé à l'avance, à ce moment-là, il n'y aurait plus de potentiel d'éveil. C'est même pas la peine d'y penser, c'est pas la peine de pratiquer, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit dans ce sens. Donc là, il n'est pas du tout question de déterminisme. Hein. C'est au contraire la pratique et les enseignements sur le karma sont là pour nous donner plus de confiance et d'assurance que nous pouvons changer, que nous pouvons évoluer, que nous pouvons nous libérer. Donc c'est en fait à partir du moment où nous sommes conscients que chacun de nos actes physiques, disons de la parole ou de l'esprit, ont un impact et que cet impact va avoir une incidence sur notre vie future, là, du coup, on a une chance aussi. On a une chance de pouvoir faire en sorte que notre avenir est juste et correct et plus en harmonie avec nos intentions. Hein. Donc, c'est là la beauté de la chose, en fait. Hein. Donc, nous avons le pouvoir et nous avons la capacité d'éveiller. Et cette idée de karma, justement, c'est d'en être conscient et de développer justement la vigilance qui va être nécessaire aussi pour que ce développement se fasse, que ce chemin vers l'éveil se fasse le mieux possible et avec le moins d'obstacles possible. Donc, ce principe de causalité, c'est aussi, disons qu'on arrête aussi individuellement, on arrête de blâmer le monde, de blâmer les autres pour ce qui nous arrive. Donc c'est aussi là quelque chose de très positif,
C'est le fait de se responsabiliser fait que nous ne perdons pas autant de temps à être toujours dans le blâme par rapport au monde extérieur et que nous commençons à plutôt refaire un retour sur nous-mêmes et être plus calme. Parce que être toujours dans le blâme a quelque chose de très perturbant, de très angoissant, d'être toujours sur le qui-vive, d'être toujours dans un monde hostile d'une certaine manière. C'est comme si le reste du monde était hostile. Et donc c'est un monde parano. C'est la description de la parano. Donc voilà. Donc le karma, donc, cette loi de la causalité, donc, montre aussi l'importance de la cause, puisqu'il y a cause et effet. Donc, il est important de revenir à la cause. Donc là, dans le petit schéma de Drupal Rinpoche, là, pour l'étude du karma, il a mis en premier les trois premières méditations, c'est pense au fait que la racine de l'ignorance, c'est la stupidité, pense au désir, pense à la colère. Donc justement, là, on a affaire à la cause. Donc, la cause du karma, justement, comment est-ce que le karma se développe, comment ce processus d'interdépendance s'anime, c'est à partir de la cause première qui est l'ignorance. Donc c'est la première étape, c'est la base, c'est la cause. Donc la cause de l'ignorance, c'est en tibétain, c'est Marikpa. Marikpa. Et qu'est-ce que c'est que cette Marikpa, cette ignorance? C'est justement la fixation dualiste, de croire, cette croyance que nous avons sur disons, l'envie d'exister en tant qu'individu, séparé du reste. Donc la Marikpa, c'est une sorte d'état, en fait, c'est l'état premier où il n'y a pas encore de repère, où il y a une recherche de repère par rapport à notre existence. Donc, et une sorte de perplexité, on est déconcerté, on est confus. C'est ce qu'il... Et dans cette confusion, cette perplexité d'être sans repère, il y a de la peur, de l'anxiété. Donc il y a une recherche de sécurité là. Le fait de vouloir exister est quelque chose de très... c'est très fort en nous, c'est très intense. Et cette recherche d'existence individuelle, de bienfaits personnels, c'est ce qui va déclencher tout le reste, en fait. Donc, c'est la base, et c'est ce qu'ils appellent l'ignorance première. Et donc, à partir de cette ignorance première, va commencer va apparaître ces trois poisons mentaux, qui sont la base de notre souffrance, en fait, de notre existence. C'est le désir, la colère et la stupidité. Donc, on peut dire la stupidité, c'est une sorte de confusion encore. Donc, une sorte de continuation de l'ignorance première, mais qui est, disons, qui est disons, le début, si on veut, de la solidification de l'ego. Solidification de l'ego commence là, avec la stupidité, disons. C'est le début de la forme. On donne forme
à notre monde. Et donc, il y a là ensuite le désir qui veut s'attacher, qui s'attache à certaines choses, qui veut s'approprier son monde. Et il y a l'aversion, qui est le fait de rejeter ce que l'on ne veut pas. Ou rejeter, avoir de l'aversion pour les obstacles qui peuvent apparaître quand ce que l'on veut avoir, on n'arrive pas à l'obtenir. Donc ces trois aspects sont en fait la base de tout ce qui va être le karma négatif, disons. Tout le karma négatif est en fait encouragé et soutenu par ces trois énergies négatives. Donc là, et c'est là que commence le processus d'interdépendance. Donc ensuite, tout l'enchaînement des 12 liens d'interdépendance, justement, c'est la vision, disons, la description du début, de l'essor et de l'accomplissement, disons, du monde samsarique, depuis la naissance jusqu'à la mort, et la renaissance qui va faire repartir encore cette roue, la roue du samsara, c'est sans fin, qui est sans fin, sans début ni fin. Et on peut dire que ce développement des 12 liens d'interdépendance sont aussi quelque chose qui se passe à tout moment, en fait. C'est à tout moment, on fixe les choses. À tout moment, on saisit les choses. À tout moment, on est dans un jugement par rapport à ce que l'on perçoit. Et ce jugement est en fait basé sur ce que l'on a pu vivre précédemment, sur nos tendances précédentes, ce que l'on a vécu précédemment. Donc, c'est ainsi que il y a une sorte de chaîne sans fin. Mais cela dit, justement, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où on commence à être conscient justement de ce mouvement, on est conscient des causes, on est conscient de ce qui entraîne cet enchaînement. On a la possibilité de ralentir le mouvement. On a la possibilité de voir qu'entre ces liens d'interdépendance, à chaque étape de l'interdépendance, il y a possibilité de couper la chaîne. Chaque maillon, disons, de l'interdépendance est une possibilité de sortir, de se libérer de cet enchaînement. Donc, nous, en tant que pratiquants, il est important de savoir ça et d'utiliser la méditation, disons, pour ralentir ce mouvement incessant d'emprise, de saisie et de tourner constamment sur les mêmes tendances, avec les mêmes schémas, avec encore et encore et encore, et de se donner cette possibilité de stop, de se donner la possibilité de souffler, de voir, de développer de l'espace, de voir les intervalles entre ces chaînons, entre ces différentes étapes. Donc, ça prend du temps et au début, ça va être très, très rapide, ça va être des petits moments très brefs, mais petit à petit, avec
avec la persévérance et avec la concentration, on peut arriver petit à petit à mettre plus d'espace dans ce mouvement incessant de saisie et d'interdépendance. Si bien que on se rend compte davantage qu'il y a possibilité de sortir de cette réaction en chaîne. Donc, en fait, pour revenir à l'impermanence, justement, cette chaîne d'interdépendance n'a pas véritablement de solidité non plus. Donc, c'est important aussi de se souvenir de ça. Ne pas se laisser prendre non plus, d'être capable d'en voir aussi l'illusion. Mais seulement, nous sommes, c'est très puissant parce que c'est toute notre énergie vitale qui est prise dans ce mouvement. Et c'est très difficile de ne pas se laisser complètement prendre par ce mouvement. Donc l'importance de la méditation, justement, c'est de pouvoir ralentir ce mouvement pendant que nous sommes calmes et d'arriver petit à petit à être dans l'instant présent pour développer plus l'espace. Donc là, chaque pensée est extrêmement rapide. Donc évidemment, la méditation ne va pas être du jour au lendemain satisfaisante à ce niveau-là. Mais il faut bien commencer quelque part. Donc c'est important. Donc revenir encore et encore sur l'ignorance de base et l'aveuglement qui va avec. L'aveuglement vient du fait qu'il y a une sorte d'anxiété, de peur du chaos, de peur de la confusion. Donc on veut faire en sorte que tout soit clair, que tout soit stable, que tout soit précis, que tout soit sécure aussi. Et donc on crée notre monde, on crée notre... on essaye de régler les choses méthodiquement, on essaye de mettre des mots sur nos perceptions, on essaye de faire en sorte de mettre des catégories, on se rassure en fait, parce qu'en fait on a peur de l'inconnu, on a peur du chaos, on a peur de l'espace en fait. Donc petit à petit il faut essayer de s'apprivoiser un petit peu, d'avoir moins peur petit à petit. Donc c'est une question de confiance aussi. C'est pour ça que nous avons aussi la prise de refuge. La prise de refuge, c'est ça aussi, c'est de s'en remettre au Bouddha, au Dharma, à la Sangha, pour avoir le soutien, en se disant, ok, je ne suis pas seule là. Ces grands êtres ont réalisé l'ultime, ont réalisé justement l'illusion des liens d'interdépendance. Et donc, je peux le faire aussi. Donc, donc y aller doucement, mais se dire, OK, petit à petit, je peux me libérer de cette sorte de roue, de la roue du samsara. Donc, c'est une conviction que l'on peut justement casser la chaîne du karma. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inéluctable. Donc, dans le contexte du karma en tant que tel, donc la première aspect, c'est justement comment s'y prendre. Comme je disais, c'est une situation qui est intense, rapide, qui est renforcée par des vies et des vies et des vies de conditionnement, d'attachement,
et donc de tendance. Donc, c'est pas rien, hein, c'est quelque chose qui est très fort en nous. Hein, donc, tout d'abord, la première étape, c'est déjà d'essayer de réduire et d'abandonner tout ce qui est négatif. Hein, c'est la première approche. D'abord, réduire, calmer et petit à petit dissoudre tout ce qui est négatif. Donc, toutes les actions du corps, de la parole et de l'esprit qui sont négatives. Ça, c'est déjà un début. Et donc, en second lieu, donc d'encourager, de développer tout ce qui est positif. Et par là, ensuite, donc d'être dans une situation qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus claire, beaucoup plus, qui est simplifiée, disons, d'arriver justement à cette simplicité qui va permettre d'aller au-delà même du positif, d'aller au-delà du positif, du négatif et positif. Mais il faut d'abord commencer par le début, c'est-à-dire commencer par abandonner ou réduire tout ce qui est négatif. Donc, on parle là de 10 actions négatives à éviter. Donc, pour chaque activité négative, il y a 4 conditions pour l'accomplissement d'une action. Il y a la base, il y a l'intention, il y a l'exécution et il y a la finalisation. Donc, il parle de 4 conditions pour l'accomplissement d'une action, d'un acte. Donc, si les 4 facteurs ne sont pas tous présents, alors l'action n'est pas considérée comme complète. Hein. Donc, quand il s'agit d'actes, que ce soit négatif ou positif d'ailleurs. Donc, quelles sont les actions négatives? Donc, il y a les actions du corps, les actions de la parole et les actions de l'esprit. Donc, le premier, c'est de tuer, hein, les actions négatives, tuer. Tuer un être, donc ça peut être un être humain, mais ça c'est un animal. Hein. On considère aussi que tuer un animal est une faute, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres cultures ou dans d'autres religions. Donc c'est tuer, c'est sepa en tibétain, sepa. Donc on est la base. La base, c'est quoi? C'est un être qu'on va tuer. On va tuer un être qui est rempli de force vitale. Donc l'intention, c'est d'être motivé à tuer par l'un ou l'autre des 3 poisons. Donc que ce soit par ignorance, comme pour tuer un animal, par exemple, on considère que les chasseurs, par exemple, ne croient pas faire quelque chose de mal, en fin de compte. Hein. Donc, plutôt, ça tombe sur le domaine de l'ignorance, en fait, hein, plutôt. Ou ça peut être par désir. Hein. Parfois, le désir peut nous faire des choses extrêmes. Ou la colère, évidemment, en plus. Donc, c'est la base, hein, c'est la racine, c'est l'intention, pardon. Donc, il faut que l'intention soit là hein, pour qu'un acte soit considéré comme véritablement, authentiquement négatif. Donc là, ça doit être sans équivoque, hein, qu'il y a vraiment cette intention, hein, cette motivation de tuer. Ça implique la pleine conscience de l'acte.
S'il n'y a pas cette pleine conscience de l'acte, ça diminue l'impact karmique. Donc, l'exécution de l'acte, il n'y a pas de différence dans la manière de tuer. C'est pas de différence là. C'est le fait de tuer qui compte. Et la finalisation de l'acte, c'est que l'être en question meurt avant nous. Donc, ça, c'est. Ils disent aussi que de tuer en prolongeant ou en infligeant plus de souffrance, évidemment, ça amplifie la faute. Donc ça, c'est le fait de tuer. La deuxième action négative, c'est de voler. Majimpa Lempa en tibétain. Donc, ce que ça veut dire, Majimpa Lempa, ça veut dire littéralement s'approprier ce qui ne nous est pas donné. Donc, la base pour le vol, hein, c'est prendre ce qui appartient à autrui. Donc, l'intention, c'est les 3 poisons. Donc, ça peut être l'ignorance, ça peut être le désir ou la colère. Donc, l'exécution, ils disent que ça peut se faire aussi bien par tout un tas de méthodes. Hein. Le fait de voler, ça peut être même à distance, ça peut même être si on a commandité quelqu'un pour le faire. Cela ne réduit pas l'impact de la responsabilité. Et la finalisation, c'est posséder la chose, quoi. Hein. Donc, on est en possession de ce que l'on a voulu, ce qu'on a volé. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc s'il n'y a pas l'un ou l'autre de ces éléments, l'acte n'est pas complet. Hein. Donc, le karma n'est pas complet. Bon, un mauvais comportement sexuel, donc on peut dire abus sexuel, hein, c'est le mot à l'heure actuelle qu'on utilise. Hein, l'abus sexuel, c'est vraiment ça. C'est comme pour le vol. Hein, c'est s'approprier ce qui ne nous est pas donné. C'est vraiment la même chose. L'intention peut être aussi... là, c'est l'intention, c'est le désir, hein, surtout. Mais ça peut être aussi le poison. Ça peut être les 3 poisons, en fait. Et là aussi, c'est l'exécution. Bon, ça, c'est évident. Hein, et la finalisation, c'est le plaisir. D'avoir l'expérience de désir, de plaisir. C'est un but sexuel. Donc ça, c'est pour ce sont les 3 actes qui ont à voir avec le corps. Donc maintenant, on a 4 actes qui ont à voir avec la parole. Donc, mentir d'abord. Donc, mentir, donc la base, c'est mentir à une personne qui comprend ce qu'on dit.
Ils disent que peut-être si on parle à quelqu'un qui ne comprend pas le français, par exemple, hein, en tant que francophone, ça peut réduire quand même l'impact. Mais et aussi qu'on a affaire à une personne qui n'est pas dérangée mentalement, psychologiquement, qui n'est pas folle, qui a tous ses sens, quoi, et qui comprend ce que l'on... Voilà, quelqu'un qui comprend ce que l'on est en train de dire. Et donc l'intention, là, ça peut être l'un des 3 poisons, ça peut être aussi bien l'ignorance que le désir, que la colère, l'intention. Le fait de mentir peut venir de différentes causes. Hein. L'exécution, c'est énoncer des paroles fausses. Et la finalisation, c'est que la personne qui reçoit l'information a bien compris de quoi il s'agit, hein, qu'elle a compris le sens des mots. Hein. Et ils disent qu'elle croit, que la personne croit ou non à ce qui est dit, c'est hors propos, ça n'a rien à voir. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que la personne a compris ce que l'on a dit. Hein, donc, parce que là, c'est pas ça qui compte, hein, qu'elle croit au mensonge ou pas. C'est le fait que l'on ait menti, en fait, le mensonge lui-même. Donc ils disent aussi dans ce registre-là aussi l'importance de ne pas parler n'importe comment du dharma, par exemple, ou des enseignements secrets ou des enseignements plus sophistiqués, plus hauts, plus élevés, donc plus important pour que c'est un peu dans cette rubrique aussi du mensonge, dans le sens parler de choses qu'on ne sait pas en fait, être voilà, comme moi par exemple. Non, mais il faut faire attention justement de ne pas galvauder aussi le dharma, de faire attention de ne pas aussi le présenter comme si on savait de quoi on parlait, alors qu'on n'en sait pas vraiment. On sait que la surface doit rester humble quoi, par rapport au dharma et ne pas en parler à tort et à travers. Ça rentre dans cette rubrique. La mauvaise utilisation de la langue, du langage. Donc le deuxième acte négatif de la parole, c'est créer de la mésentente, hein, créer de la discorde entre les gens. Donc créer de la discorde, ils disent la base c'est une personne, hein, et que ce soit un ami ou pas, ou que ce soit quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, ça n'a rien à voir. En fait, le fait, c'est de séparer les gens les uns avec les autres. On peut avoir un rapport intime avec quelqu'un et puis lui dire dans l'oreille oh, cette personne-là, et on est en train de créer un doute dans l'esprit de la personne, de créer des ombres dans leur relation avec les autres. C'est très malveillant, c'est très maléfique. Hein, et quelquefois, on le fait sans s'en rendre compte. Donc, c'est important aussi d'être conscient de ça. Comment on peut créer une mésentente. Et donc, l'intention, là, peut venir des 3 poisons, encore une fois. Ça peut être aussi bien de l'ignorance, hein, une sorte d'opacité, de manque de présence d'esprit. Hein. Ça peut être le désir aussi d'être... de l'attachement à quelqu'un. Hein, on le veut pour nous tout seul. On ne veut pas qu'il soit avec les autres. Voilà, il y a c'est un désir, jalousie un peu. Et
attachement et colère aussi, hein, quand on en veut à quelqu'un et on veut qu'il n'ait plus affaire avec les autres. Voilà, donc ça, c'est l'un ou l'autre des 3 poisons. Donc, dans chacune de ces rubriques-là aussi, vous voyez comment ça peut aussi donner des idées par rapport à notre propre fonctionnement et dans quelle mesure, justement, ces 3 poisons entrent dans notre fonctionnement quotidien, en fait. Donc, ce n'est pas forcément que nous soyons à un tel niveau de négativité, mais les tendances qu'on peut avoir, hein, ou voilà, faire une sorte de récapitulatif sur les tendances qui sont les nôtres et comment justement on peut avoir de la retenue par rapport à ça et plus de vigilance. Donc l'intention des 3 poisons, donc, et l'exécution, l'exécution, c'est dire des paroles qui divisent. Et la finalisation, c'est que les mots sont compris et qu'ils arrivent et que les mots sont compris. Et là aussi, c'est comme précédemment, comme pour mentir, et ça n'a pas d'importance s'ils arrivent à diviser ou pas. L'important là dans l'histoire, c'est qu'on ait fait, qu'on ait prononcé ces mots. Que le résultat soit véritablement arrive à diviser les gens ou pas, ça n'est pas assez hors du propos de l'acte négatif. L'acte négatif, c'est d'avoir prononcé ces mots. Et ces mots ont été compris et reçus par la personne. Donc ils disent que c'est créer la discorde, comme ça, créer la mésentente. Ça peut se faire de 2 façons, ça peut se faire ouvertement ou en secret. Donc ça peut être directement devant la personne ou ça peut être par biais, par des sous-entendus. Ouais. Donc, Doponipoji nous disait ouvertement, ça c'est les autorités politiques. Mais secrètement, il dit ça peut être justement parce qu'il parle en tant que moine et en tant que faisant partie d'un monastère, il dit c'est les rumeurs, par exemple, dans la sangha, les chuchotements, des manipulations des uns ou des autres, hein, secrètement. Donc ça c'est voilà, la mésentente. Donc c'est le deuxième acte négatif de la parole. Le troisième, c'est les paroles blessantes. Hein, paroles blessantes. Siksup en tibétain, siksup. Donc des paroles blessantes, ça peut être aussi le sarcasme. Hein, le sarcasme. Donc à la base pour les paroles blessantes, c'est quelqu'un que nous n'aimons pas. Hein. Donc ça peut être qu'on n'aime pas de manière temporaire ou longue durée. Hein. C'est l'un ou les deux. Donc l'intention, c'est les 3 poisons à nouveau. Ça peut venir on peut blesser sans le savoir. Hein. On peut blesser par attachement. On peut blesser par colère. Et là justement, l'exécution, c'est de prononcer ces paroles blessantes. Mais ils disent que c'est moins sérieux si c'est quelqu'un qu'on affectionne. Voilà, donc si ce n'est pas dans le contexte de la famille, par exemple, ou avec des amis, l'impact est moins sérieux si c'est quelqu'un qu'on affectionne. Ça peut être aussi considéré comme quelquefois une manière de secouer l'autre un petit peu, de vouloir dire vraiment aider, en fait, quelque part. Ouais. Partager sa frustration.
Et donc, la finalisation, c'est que la personne comprend les mots. La personne comprend les mots. Et là aussi, de la même manière que précédemment, qu'elle en soit blessée ou pas. C'est secondaire, ça c'est hors propos. C'est que la personne comprend les mots. Donc l'important, c'est que les mots, les paroles blessantes ont été prononcées. Donc comme toujours, hein, s'il y a ces quatre étapes sont complètes, là on a un acte négatif. La quatrième, donc le quatrième aspect négatif de la parole, c'est le bavardage, hein, ou le commérage. Le bavardage. Le ngapachal, c'est, disons, une sorte d'utilisation de la parole d'une manière inutile, quoi. Des mots qui n'ont pas d'utilité. Donc là, c'est intéressant parce qu'ils disent à la base que ça peut être avec ou sans objet. Et on peut être seul aussi. Donc c'est même un bavardage avec soi-même. Un bavardage intérieur. Le blabla intérieur. Donc encore une fois, les trois poisons, c'est l'intention, c'est les trois poisons. Et l'exécution, c'est bavarder. Et la finalisation, c'est d'avoir prononcé les mots, avec ou sans audience. J'en connais qui vont se reconnaître là. Donc c'est bavardage. Et donc là ce sont donc les quatre aspects négatifs, hein, les quatre actions négatives de la parole. Et ensuite, il y a les quatre actions négatives de l'esprit. Donc là, qui sont reliées en fait aux trois poisons. Hein. Il y a d'abord l'envie, hein, qui est reliée au désir. Donc l'envie, donc la base de cet acte négatif, c'est vouloir posséder ce qui appartient aux autres, hein, ce qu'ont les autres. Ça peut être vouloir avoir quelque chose de matériel, mais aussi des qualités de quelqu'un d'autre, hein, ou la situation, disons, émotionnelle de quelqu'un d'autre, le bonheur de quelqu'un d'autre, l'intelligence de quelqu'un d'autre, le talent de quelqu'un d'autre. Ça peut être dans tous les sens du terme. Donc, la base, c'est ça, hein, de vouloir avoir ce que les autres ont, ce que l'on pense que les autres ont. Et l'intention, c'est le désir, donc. L'exécution, c'est cultiver cette idée, hein, cette fixation, une sorte de fixation de cette envie. Et la finalisation de ça, parce que nous sommes là dans le mental, hein, c'est la détermination. Hein. C'est d'être vraiment déterminé, d'avoir solidifié vraiment cette envie. On y tient, quoi. On la tient bien. On n'a aucune intention de la lâcher, quoi. Hein. C'est là que ça devient obsessionnel. Hein. Donc ensuite, il y a la malveillance. Donc la base de la malveillance, c'est un esprit qui est mécontent et frustré. Donc l'intention, c'est la colère, bien sûr. L'exécution, c'est la pensée de faire du mal à autrui.
C'est justement comme précédemment, c'est cultiver cette idée, hein, la faire tourner en boucle. Hein, et la finalisation, c'est la détermination de faire du mal. Donc c'est là aussi là, cette sorte de solidification. Et là, on voit comment parfois cet aspect de l'esprit peut devenir obsessionnel et peut durer des années et des années et des années. Ça peut même dépasser les générations. Hein. La vendetta, les choses comme ça, ça peut devenir quelque chose de très solide. Et donc, le troisième aspect négatif de l'esprit, c'est les vues erronées. Donc, l'octa, les vues erronées. Et donc, la base, c'est que quelque chose existe, que la vérité de l'existence, que l'existence est réelle et solide. C'est ça qu'il considère comme l'ignorance. Hein, donc, l'ignorance. Donc, l'intention, c'est l'ignorance, justement. La stupidité. L'exécution, c'est penser que le karma, justement, n'existe pas, par exemple. Donc là, c'est le nihilisme. Hein, à ce moment-là, si on a plutôt tendance à tomber dans le nihilisme, on va être dans ce genre de fonctionnement. De toute façon, rien n'existe, donc karma n'existe pas. Ou ça peut être l'éternalisme, auquel cas c'est moi, j'existe pour toujours, ad aeternam. Hein, mon âme, par exemple, et quand on pense au concept de l'âme qui perdure au-delà de la mort jusqu'à la résurrection des corps, hein, c'est assez, par exemple. Et donc l'exécution, donc la finalisation, c'est que on a solidifié justement l'existence, hein, que l'existence est. Ou disons, on a solidifié l'existence, ou en tout cas, on a solidifié l'opinion, notre opinion. C'est plutôt ça, on a solidifié notre opinion, que ce soit rien n'existe ou tout existe éternellement, mais c'est la solidification de notre opinion. Et l'attachement à cette opinion. Voilà, donc ça, ce sont les 10 actes négatifs. Et donc, je pense que je vais continuer peut-être un petit peu, là, vous montrer on va un peu vous avez dans le texte là de Patrul Rinpoche, il donne des exemples, il donne des anecdotes qui illustrent un peu tout ça. J'ai vu je me souvenais plus, mais il donne aussi souvent, il parle de la malveillance envers les animaux et le fait de manger de la viande, le sort qui est fait aux animaux, le manque d'égard envers le monde animal, c'est très présent dans ce chapitre sur le karma. Et c'est vrai que souvent, on manque un peu de compassion par rapport au monde animal.
Mais donc là, ensuite, il y a d'abord là, il présente donc ces 10 actions négatives à éviter. Et ensuite, il passe en revue le résultat des 10 actes négatifs. Donc, ça, vous pourrez voir ça peut-être ensuite. Je pense que d'abord, il faut commencer par à essayer d'approfondir l'impact justement des 3 poisons. C'est commencer par là, l'impact justement de l'ignorance, l'impact du désir, l'impact de la colère, et comment ces 3 forces dominent notre existence en fait. Et bon, on peut être, on se croit, on se sait être bienveillant, on se sait faire le maximum pour ne pas nuire aux autres. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Mais c'est d'aller plus loin que ça et d'aller voir les tendances, d'aller voir en profondeur sur le plan même subliminal, comment même dans les pensées qui nous traversent et les jugements qui viennent comme de l'éclair dans l'esprit. Et d'où viennent-ils? Qu'est-ce qui les provoque? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'aversion, du désir, une sorte de la paresse mentale aussi, parce que l'ignorance, c'est ça aussi, c'est de la paresse parfois, ou éviter. On essaie d'éviter de voir les choses. On ne veut pas voir. On se cache un petit peu. Donc là, il y a tous ces aspects-là. Et comment, justement, notre souffrance vient de ça. Donc, utiliser toutes, comme on a vu pour certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous ici, là, et chez vous aussi, là, tout ce qu'on a fait par rapport au Lojong, ça rejoint aussi tout ça. Donc, voir aussi par rapport à l'apprentissage de l'esprit, tout ça, ça va ensemble avec l'apprentissage de l'esprit. Donc, et revoir aussi les 12 liens d'interdépendance. Parce que ça, c'est vraiment extraordinaire, quoi. C'est la description de tout de la manière dont on se laisse prendre par nos propres conditionnements. On se laisse prendre par nos tendances, par nos habitudes. Et pour se rassurer, pour ne pas perdre pied, pour rester, pour que le monde soit gérable, quoi, pour nous. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il est important dans ce cas-là, pour se donner du courage aussi, pour s'aider à rester ouvert devant d'autres possibilités de penser, d'autres possibilités de vivre, pour entrer dans cet espace, disons, d'inconnu, qui est peut-être un peu effrayant. Il est important aussi d'avoir du soutien. Donc, se souvenir de méditer, de reprendre refuge, de faire les pratiques de Chenrezig ou de Tara pour soutenir cette intention. Donc, en tout cas, les résultats des 10 actes négatifs, ils disent qu'il y a plusieurs aspects. Il y a chaque acte négatif a différents effets suivant l'intensité qui est mise. Et c'est la même chose pour les actes vertueux. Donc l'intensité qui va avoir aussi une importance sur l'effet, le résultat, l'impact des actes négatifs. Donc ils disent que le plein effet, ils disent en premier, il y a le plein effet. Bon, vous avez ça on le passe en revue là, mais c'est décrit aussi dans le texte de Patrul Rinpoche.
Le plein effet, c'est quand il y a une compulsion extrême, hein, quand la compulsion est vraiment très intense, hein, que ce soit sous l'effet de la colère. Donc, ils disent que tout acte qui est régi par la colère, dans ce cas-là, de la rage, disons à ce moment-là, on peut dire, hein, la compulsion extrême, et ça nous fait entrer dans le domaine des enfers, hein, des états infernaux. Donc, on peut considérer aussi ces états ou ces domaines d'existence comme des états psychologiques. Hein. Dans quelle mesure, justement, une rage, une colère extrême, c'est un emprisonnement infernal. Et donc, si l'acte est régi par le désir, c'est le monde d'une manière extrême ou intense, c'est le monde des esprits avides. Et si l'acte est régi par l'ignorance, c'est le monde des animaux. Donc, c'est ce qu'on appelle les 3 domaines d'existence inférieure, c'est-à-dire que où le conditionnement et l'emprisonnement, disons, est extrême, hein, est exacerbé. Donc, ça, c'est le premier. Ça, c'est quand la compulsion est extrême, donc c'est le plein effet direct. Donc, le deuxième aspect, c'est l'effet qui est conforme à la cause. L'effet qui est conforme à la cause, il a 2 aspects. L'effet conforme à la cause, il y a l'action semblable à la cause. Donc, c'est-à-dire que par rapport que ce soit dans cette vie ou dans les vies précédentes, hein, mais là, on pense surtout aux vies passées. Si on a eu l'habitude, par exemple, de tuer dans les vies passées, on va encore avoir tendance à tuer dans cette vie. Hein. C'est des tendances qui passent d'une vie à l'autre. Donc, si on a eu la tendance à vouloir à voler ou à mentir, etc., hein, toutes ces tendances-là qu'on a vues, hein, les tendances négatives, elles vont peut-être justement se renouveler, hein, se répéter. Donc, c'est l'aspect actif. Hein, donc, mais on voit même dans cette vie-ci, hein, quand on a une tendance, j'ai un ami en Écosse, quand il avait 5 ans ou 6 ans, son père l'a emmené à la chasse avec lui, quoi. Il fallait qu'il devienne un homme, hein. C'était la manière d'en faire un homme, mon fils. Hein. Donc, et il était, ça c'est complètement contre nature pour lui. Il n'avait aucune envie de le faire. Et il s'est forcé parce que tout le groupe était là qui lui faisait la pression. Hein. Donc, c'était ça ou l'humiliation. Hein. Donc, c'est pas rien pour un petit garçon. Donc, et il a dit qu'après, c'était beaucoup plus facile. C'est ça qui est terrible. Une fois qu'il l'a fait une fois, il pouvait le répéter. Hein. Et donc, c'est cette l'action semblable à la cause, c'est-à-dire que là, il y a une répétition, hein, donc, de l'acte. Donc, si on a agi de la sorte encore et encore et encore dans une vie passée, la tendance va être là encore avec nous. Et alors, le deuxième aspect donc de cet effet conforme à la cause, c'est les expériences semblables à la cause. Alors ça, c'est l'aspect passif. Hein.
Là, on avait l'aspect actif, c'est-à-dire qu'on va recommencer, on va répéter les mêmes actes négatifs. Mais le passif, ça veut dire que si on a tué énormément, on peut aussi avoir une vie courte, une vie qui est raccourcie, des maladies fréquentes, les bébés qui sont morts-nés, par exemple, donc ça, c'est semblable à la cause dans le sens où il y a une mort précoce, une mort précoce. Pour ce qui est de tuer. Pour ce qui est de voler, par exemple, ça va être pauvre, hein, ou être victime de vol, de pillage, ne jamais arriver à avoir de l'argent, en fait. Pour les abus sexuels, ils disent on va se retrouver avec des personnes qui nous sont hostiles, hein, notre conjoint, notre partenaire va être hostile. Il dit même qu'ils sont laids en plus. Il manque d'attrait. Mais c'est surtout des disputes constantes. Il n'y a pas d'entente véritable. Donc là, pour le vol, là, justement, dans ces expériences semblables à la cause, justement, là, ils disent que quand on a quand il s'agit d'avoir tué dans le passé et d'avoir une vie courte ou des maladies fréquentes et tout ça, ils disent de pratiquer justement, de faire des pratiques de développer, de faire des efforts pour développer des actions positives, hein, de faire tout ce qu'on peut pour faire tout ce qui est positif et abandonner ce qui est nuisible, pour essayer de contrebalancer les tendances. Pour ce qui est du vol, si on se retrouve justement dans un état de grande pauvreté ou qu'on est victime de vol nous-mêmes, c'est de pratiquer la générosité. Et pour les abus sexuels, justement, si on a un partenaire qui est violent ou avec lequel on ne s'entend pas, c'est d'être patient, la patience. Alors, pour ce qui est du mensonge, ils disent la résultante dans cette vie peut être qu'on va être toujours blâmé, on va être critiqué sans cesse, blâmé injustement. Donc ils disent que justement, si on a cette tendance, si se retrouve souvent dans cette situation où on est critiqué pour rien, on est diminué devant les autres, etc. C'est pratique d'être reconnaissant, de voir mûrir ce karma et d'épuiser ce karma, d'avoir menti. Ils disent justement, ça rejoint le Lojong aussi, c'est de développer une certaine disons une certaine amitié ou intimité avec la personne qui nous blesse, hein, de ne pas la voir comme un ennemi, en tout cas, ne pas la considérer comme un ennemi, puisqu'elle nous aide justement, de lui être reconnaissant, de nous aider à épuiser un mauvais karma. Et en même temps, de s'inquiéter, en fait, de se soucier de son mauvais karma. Parce que la personne qui nous blesse, qui nous critique, elle est en train de développer un mauvais karma. Donc, il y a ces deux aspects. Le fait qu'on lui est reconnaissant, qu'elle nous aide à en finir avec un mauvais karma, mais qu'aussi, elle-même, elle est... Donc ça c'est valable aussi pour d'autres situations. Hein. Si quelqu'un nous fait du mal quelque part,
il faut aussi considérer que la personne est en train de créer du mauvais karma pour elle-même aussi. Donc, on n'est pas dans une situation nécessairement d'antipathie directe, mais plutôt d'inquiétude quelque part et d'essayer d'avoir de la compassion aussi pour cette situation-là. Donc, par rapport à créer de la mésentente, c'est que dans cette vie, on aura aussi beaucoup de disputes dans notre environnement, de mésentente, de manque d'harmonie dans notre environnement. Et donc, on nous dit dans les antidotes de faire des efforts de réconciliation. Alors, pour ce qui est des mots blessants, donc c'est que tout ce que nous disons est source de disputes, d'argumentation, de critiques, sans arrêt, quoi. On ne peut rien dire sans que ce soit mal pris, quoi. Donc la pratique, là, c'est de répondre avec humilité et de rendre hommage aux personnes qui nous critiquent. De contrecarrer la tendance, justement, de ne pas retomber. Parce que c'est là, on voit dans cette description comment on peut continuer à encourager la tendance karmique. C'est que, mais que dans ces situations-là, on a aussi la possibilité d'en finir, d'épuiser la tendance karmique, de sortir de cette habitude. Donc, du coup, on a cette possibilité de ne pas remporter ça avec nous à la mort et de recommencer encore dans la vie suivante. C'est ça l'intérêt. Alors, le bavardage ou le commérage, c'est le bavardage. En fait, c'est mieux que le commérage parce que c'est pas nécessairement négatif, c'est juste inutile, quoi. Et donc, c'est-à-dire que ce que l'on dit n'a aucun poids. On peut parler aussi bien, personne, on n'a pas, notre parole manque de poids. Et ça fait que aussi, par conséquence, on a un manque de confiance en soi. On a un grand manque manque de détermination, quoi, vis-à-vis des autres. Ça, c'est pour le bavardage. Donc, pour ce qui est des actes négatifs de l'esprit, du mental, l'envie. Alors, si on a été très envieux précédemment, dans nos vies précédentes, on a des obstacles constants pour avoir ce que l'on veut. Et on est constamment à créer des situations qui vont mettre des obstacles. Et en même temps, on va créer des situations où on va se retrouver avec ce que l'on ne veut pas. On n'a pas ce qu'on veut, mais on a ce qu'on ne veut pas. C'est pas agréable. C'est la frustration totale. Et la malveillance, ils disent que si on a été dans un état malveillant, dans un état mental malveillant, on va vivre constamment dans la peur et on va on va avoir énormément de problèmes, quoi, de souffrances, de malheur, avoir beaucoup de malheur, l'un après l'autre, une sorte de série de situations malheureuses. Ça, ce serait dû donc à l'esprit malveillant, l'esprit de colère, d'aversion.
Et pour ce qui est des vues erronées, c'est la persistance de croyances nocives. Hein. Et être, disons, une sorte de champ, d'avoir une certaine facilité à se laisser duper par des idées trompeuses, en fait. D'être capable d'avoir une capacité à gober des idées farfelues, en fait, hein, ou trompeuses. Des croyances de toutes sortes. Donc ça, c'est les effets conformes à la cause. Et donc ensuite, il y a l'effet de conditionnement, c'est-à-dire, et là, il donne des détails par rapport à chacun des actes négatifs. Vous verrez par vous-même, hein, je ne vais pas entrer dans le détail. Mais ça montre comment, suivant l'endroit où nous naissons, l'endroit dans lequel nous nous retrouvons, il y a là un écho de nos tendances, c'est karmiques précédentes. Hein. Si on vit dans un endroit dangereux ou un endroit aride, voilà, etc., différents endroits difficiles à vivre. Hein. Donc ça, c'est le conditionnement. Donc c'est en quoi nos états, nos états mentaux précédents et nos actes négatifs précédents ont un impact sur l'endroit où nous vivons, notre conditionnement de vie, en fait. Et le quatrième aspect, c'est l'effet de prolifération, c'est-à-dire que on a tendance à répéter les mêmes schémas négatifs, encore et encore. Et donc, de répéter les mêmes souffrances, encore et encore et encore. Donc, tout ça, ce sont des moyens là, d'essayer d'être plus conscient de nos intentions, en fait. Hein. Dans quelle mesure, quelle est l'intention, quelle est la cause de nos actes. Ça, je trouve ça passionnant, en fait. Hein. Parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas toujours évident. Parfois, ça l'est, mais souvent, ça ne l'est pas vraiment. Hein. Il faut vraiment investiguer. Et c'est justement c'est là qu'on a besoin d'être assis, tranquille, pour vraiment faire le point, pour aller plus en profondeur. Hein. Donc, je trouve intéressant justement que Dopen Rinpoché commence cette investigation par l'investigation de l'ignorance, le désir, la colère. Quel est le degré de chacune de ces énergies là négatives? Quelle est leur place en nous et en quoi elles régissent notre quotidien, en fait. Donc, et ce n'est que comme ça, en fait, que l'on va pouvoir se libérer, en fait. C'est la première étape. Avez-vous des questions? Mmh, mmh. Mmh. On peut dire il y a une chose, karma, il y a un karma national ou un karma collectif, oui. On peut dire ça. Mais en fin de compte, on en revient quand même à où est-ce qu'on commence. Et pour nous, en tant que méditants, ça commence par nous-mêmes. Hein. Et c'est vrai on fait partie d'un conditionnement culturel, hein, en tant qu'occidentaux, par exemple. Et
c'est sûr qu'il y a des... Mais il y a là où nous devons vraiment diriger notre attention, c'est sur notre notre karma personnel, dans le sens où c'est là que nous pouvons avoir vraiment un impact. Et donc de considérer aussi, ça fait partie un peu là de l'effet de conditionnement dont je parlais tout de suite. Parce que dans quelle mesure on se retrouve dans telle ou telle culture, dans telle ou telle tendance culturelle. Donc on est lié, évidemment, on fait partie aussi d'un ensemble, mais c'est en tant qu'individu que nous travaillons sur l'abandon des négativités. On ne va pas demander à toute l'Europe ou au monde occidental de faire ce travail en même temps, là maintenant. Donc, c'est sûr qu'il y a le fait que l'on soit tous là au même endroit, disons, ça veut dire qu'on partage aussi un certain conditionnement. On n'est pas arrivé là par hasard non plus. Oui. Oui, allez-y. Bonsoir Lama. Bonsoir. Est-ce que Je il vous regarde là. Je te regarde. Est-ce qu'il serait possible d'avoir les références du livre, parce que je ne les ai pas pour que je puisse avoir une référence théorique. Patrul Rinpoche. C'est Patrul Rinpoche. Tu n'avais pas ce livre? J'ai pas l'impression. Oh, je te l'envoie par WhatsApp. Hein? Ah, super. Tu le veux en français ou en anglais? Je comprends pas l'anglais, donc c'est bien en français. Ça s'appelle Le chemin de la grande perfection. Ah, mais il me semble que je l'ai, celui-là. Je pense aussi, oui. Ce serait peut-être le temps de l'ouvrir. J'ai commencé le premier chapitre. Ah, voilà. Écoute, vas-y, regarde, c'est le chapitre sur le karma qu'on a fait là maintenant. Et voilà, c'est le chemin de la grande perfection de Patrul Rinpoche. Celui-là, je pense que je l'ai. Merci, Lama. Alors, j'avais une deuxième petite question Oui, dis-moi. par rapport aux paroles blessantes. Puisque Oui. finalement, qu'elles soient blessantes ou pas, pour celui qui les reçoit, c'est les mots qui sont importants que l'on dise. Mhm. Il y a la sagesse qui intervient là-dedans. Parce qu'on commence à voir si effectivement une parole est blessante ou pas. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que être plus conscient déjà de l'intention que l'on met à dire quelque chose, ça va aider aussi pour nous-mêmes. Tu vois, l'intention elle-même va nous faire dire oh, qu'est-ce que j'étais dire là? Tu vois, c'est là comme ce travail, si tu veux, par rapport aux 4 pensées préliminaires, c'est vraiment un travail individuel d'introspection. Hein. C'est un travail d'introspection, tout ça. Et donc, de voir où est mon intention dans ce que je dis, dans mes actes physiques, dans mes pensées. Et d'une certaine manière, oui, c'est quelquefois, et on n'a pas besoin d'ailleurs d'avoir le feedback de la personne pour se dire, on entend notre voix et on se dit, oh là, mais ça m'est sorti d'où là? Quelquefois, ça sort, on n'a même pas eu le temps de l'entendre, de le voir sortir. Hein? Et ce n'est qu'après, justement, il y a une sorte d'écho là qui dit. Donc, oui, c'est vrai ce que tu disais. C'est aussi développer la prise de conscience. Hein? C'est devenir plus conscient, en fait, de l'impact de ce que nous faisons. Hein? C'est l'intention derrière les mots, en fait. C'est ça, Okay. exactement. Donc, c'est vraiment, oui, faire une sorte d'arrêt sur image, là, tu vois. Donc, c'est vraiment
utiliser ces moments de privilégiés où on est en méditation pour apaiser l'esprit et voir plus clairement ce qui se passe et ralentir surtout, ralentir. Parce que ce mouvement incessant d'interdépendance, il est très rapide et il est plein d'énergie en fait. Donc, c'est dans ces moments où nous sommes assis et qu'on a cette possibilité de ralentir le mouvement et de mieux voir. Hein. Donc, c'est un peu comme si on regarde au microscope un peu. Hein, tu vois, et là, on a un meilleur regard. Quoi. Le reste du temps, ça va trop vite. Hein. Merci, Lama. Oui. Hello, qui est là? Oui. Ah oui, Karine. Salut, salut. Bonsoir, Lama. J'aimerais dire aussi que pour le moment, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, les nouvelles, les réactions vont trop vite, à mon avis. On réagit à un quart de tour. Oui, donc, on vrai. absorbe beaucoup et c'est une sorte d'agressivité de l'input, donc des données, des images, et c'est trop à un certain moment. Ben oui. Ça nous fait réagir à tout et c'est humainement presque pas possible. Oui, c'est vrai que ça encourage justement l'impulsivité plutôt que la sagesse, c'est sûr. Hein. Donc, oui. C'est à nous aussi de savoir gérer ça. Hein. On a encore de la chance, nous, d'avoir le dharma et de savoir que quand même, ce n'est pas, c'est illusoire, hein, ultimement. Oui. Donc, on a déjà cette grande chance d'avoir ces enseignements-là. Hein, donc, et aussi de savoir aussi pour soi-même jusqu'où on peut engober tout ça. Hein. On n'est pas obligé non plus d'en faire une indigestion, tu vois. Il faut aussi personnellement savoir stopper quoi, de temps en temps, de pas en faire une surdose. Hein. Mais en même temps, je pense que c'est une occasion pour nous, en tant que méditants, de voir l'illusion et de voir justement comment cette énergie karmique, elle fonctionne à tous les niveaux, hein, sur le niveau planétaire. Comment, justement, tout ce qui arrive dans le monde est basé sur l'ignorance, le désir et la colère, hein, franchement. Et donc, plutôt que de voir les choses au premier degré, de voir justement, d'utiliser toutes ces informations comme c'est une représentation vivante des enseignements, en fait. Pour moi, c'est de plus en plus clair, quoi. Chaque jour, les informations sont une représentation des enseignements du Bouddha, quoi. Tu vois? Oui. L'existence est souffrance, les causes de souffrance, c'est cet égocentrisme exacerbé. Voilà. Mais heureusement, il y a possibilité de sortir de cette souffrance. Donc, c'est à nous aussi de... Hein, et donc, la quatrième des vérités, qui est quel est le chemin pour ça? Et donc, le chemin pour ça, c'est justement, au départ, c'est d'abandonner tout ce qui est négatif. Hein. C'est les 8... le chemin octuple hein, qui nous encourage à être positif, à être, tu vois. Okay. Donc, dans les 4 vérités, il y a toutes ces informations dont tu parles, ça se réfère à ça. Hein. Oui. Donc, il vaut mieux s'en préserver un peu et ne pas prendre une grosse dose parce que ça ne sert à rien. C'est de la souffrance en plus pour moi. Oui, je pense que surtout, c'est important si on est confronté à ça,
parce que j'aime bien personnellement, j'aime savoir quand même ce qui se passe. Moi, j'aime bien être au courant, mais de voir que notre méditation, notre pratique, ce que nous faisons avec le travail que nous faisons sur nous-mêmes, c'est pas pour nous seulement, c'est pour tous les êtres. Donc, il y a un impact aussi. Il y a un impact politique, il y a un impact dans l'environnement, il y a un impact. On ne fait pas ça que pour nous. C'est automatiquement, puisque nous sommes interdépendants, puisque nous sommes reliés au reste de l'humanité et du monde, des animaux aussi et de tous les êtres, hein, les 6 domaines d'existence, si nous sommes reliés à tout ça. Donc, tout le travail que nous pouvons faire sur nous-mêmes, c'est pas seulement pour nous, c'est pour tous les êtres. Donc, il ne faut pas avoir peur, en fait, si tu veux, d'une certaine manière. Là, les choses vont mal, mais elles ont toujours été mal. Tu regardes l'histoire, c'est une horreur après l'autre. Ouais, Donc, c'est exact. tu prends n'importe quel pays du monde, quand tu regardes l'histoire, mais c'est horrible, c'est horrifiant. Je veux dire. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que les gens s'entretuent, que les gens se maltraitent. Je ne sais pas pourquoi on est aussi, on est toujours dans l'exclamation en croyant que waouh, comme si c'était nouveau, quoi. C'est samsara, il est là depuis des temps sans commencement et il ne va pas s'arrêter après notre mort, hein, ça, c'est sûr et certain. Merci. Oui. Oui, c'est ça. On est plus au courant maintenant. Oui, on est exposé. C'est vrai. On est plus exposé maintenant que dans le passé. Mais d'un autre côté, les gens étaient peut-être. On a vécu une période là assez remarquable. Hein, enfin, ma génération, en tout cas, jusqu'à maintenant, on a été préservés de beaucoup d'horreurs. Hein. Mais auparavant, les gens, ils avaient l'horreur à leur porte, disons, hein, comme maintenant, à l'heure actuelle, hein, en Afrique ou dans des pays du monde où c'est constant et c'est présent chez les gens. Hein, mais je pense que pour nous, à l'heure actuelle, la meilleure chose à faire, c'est de considérer qu'on a là l'exemple même des enseignements, quoi. Tout est là, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des traités vraiment très élaborés. On a devant nous là toutes les souffrances du monde, en fait, hein, et les causes de cette souffrance, en plus. Voilà. J'ai encore une petite question, Lama, si je peux. Barbara, oui. Vas-y. Alors, je me demandais pour le bavardage, Ah bon? c'est quoi l'antidote là? L'antidote, le silence. On va tous mettre au silence. Oui, bien sûr. Le silence, n'est-ce pas? Je veux dire dans le sens que l'effet, parce que le bavardage, si on a bavardé beaucoup dans cette vie, quand on parle, on n'a aucun poids ou manque de Oui, confiance. c'est ça. Et donc, l'antidote est le silence, du coup? Ben, je pense que l'antidote, c'est de ne pas avoir peur d'être silencieux, oui, tu vois, de pas croire qu'on est obligé de parler, qu'on est obligé d'être écouté, qu'on est obligé, tu vois, de dire son mot, pas obligatoire. Et peut-être qu'à ce moment-là, ce qu'on va dire va avoir plus de poids. Peut-être justement les quelques mots qu'on va sortir dans la journée, tout le monde va être à l'écoute. Non, je rigole. Mais d'un autre côté, mais il est certain que le silence est considéré comme quelque chose de très
très bénéfique, hein, comme quand on fait le Nyugne, quand on a une journée de silence, quoi. Et on voit bien comment ça aide aussi, hein, à apaiser l'esprit. Donc, et de voir aussi comment le bavardage, c'est une espèce de, cette sorte de fuite verbale, c'est une manière de se rassurer. C'est pour ne pas avoir peur, hein, pour essayer de calmer la peur, hein, souvent, ou essayer d'avoir le soutien aussi des autres. Donc, c'est important aussi d'essayer de voir la cause aussi là, la cause du bavardage. Quelle est la cause du bavardage? Même quand c'est un bavardage avec soi-même, c'est pour remplir quelque chose, remplir un manque, ou essayer d'évacuer une anxiété quelque part. Donc, c'est intéressant aussi de regarder ça. Et bon, et si on se retrouve justement dans une situation où notre parole n'a pas l'air d'avoir grand effet ou tout, c'est d'être patient et d'accepter ça avec humour, en se disant bon ben c'est pas grave, de toute façon je peux aider autrement, hein, puisqu'il est question justement là, quand on veut sortir de cet enchaînement négatif, hein, d'actes négatifs et d'impacts négatifs, c'est comment sortir de cet enchaînement. C'est là que le Lojong nous aide, hein, c'est que notre intérêt, c'est l'autre plutôt que nous-mêmes. Donc si on est sorti, si on vraiment veut sortir de l'égocentrisme, donc du coup, c'est pas un problème que notre parole manque de poids sur le moment. C'est l'important, c'est on peut trouver d'autres moyens pour aider l'autre. L'écoute de l'autre, par exemple. Hein. Et là, du coup, notre présence est utile et on a trouvé un moyen justement de ne pas, disons, de ne pas retomber dans les mêmes tendances. On est en train de sortir, on sort de la tendance. Tout ça, c'est comment regarder en détail justement ces aspects négatifs, c'est pour en sortir. Hein. C'est pour développer de l'espace, hein. Développer de l'espace pour une possibilité d'autres choses, hein, pour ouvrir les possibilités et le potentiel. Donc, c'est pas un problème ce qu'on a pu vivre avant, l'impact qu'on a maintenant. Ce n'est un problème que si on le fait perdurer, que si on continue encore et encore à répéter les mêmes schémas. Mais à partir du moment où on voit le schéma, bon ben le schéma, ça y est, il est là. Hein, mais qu'est-ce qu'on fait avec maintenant? Et dans quelle mesure on peut... Et donc là, par rapport au bavardage, on peut trouver justement ne pas arrêter de parler, quoi. C'est pas un problème. On peut aider autrement. Akong Rinpoché ne parlait pas beaucoup. Hein. Et c'est pour ça que la plupart des gens se souviennent de ce qu'il disait, parce que, waouh, quand il disait quelque chose, c'était important, quoi. C'était de l'or, quoi. Donc, notre valeur ou notre utilité aux autres n'est pas basée sur le nombre de paroles qu'on peut dire. Hein. Donc, il faut se relaxer avec ça. Hein. Voilà. Bien, écoutez, je vous souhaite une bonne pratique. Et puis, à très bientôt. Oui, merci Lama. On va dédier la pratique ce soir. O Sanam Deye Tamse Zepane, Tone Tana Panjene, Shigana Chi Palab Tupaye, Sipe Sane,
toward the water shore.